La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. De plus en plus de facilités pour investir au Togo sont opérationnelles depuis ce lundi. Un portail numérique pour interaction directe et aussi un site web avec toutes les informations administratives relatives au processus d'investissement. Et Kwesala nous expliquera tout cela dans un moment. Le mouvement des Républicains centristes était à la presse, face à la presse ce lundi pour faire le point de sa participation à la concertation nationale des acteurs politiques. Discussion sans pression et sans tension entre majorité et opposition. Abbas Kabwa estime que le gouvernement est sur la bonne voie. Et puis, gestion du Covid-19, le pass obligatoire est entré en vigueur ce lundi dans certains lieux en France. Au Togo, les chiffres augmentent toujours. 72 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Bonsoir de nouveau. Les parlementaires dont membres du comité interparlementaire de l'UEMOA sont en session plénière à Lomé. La 48e session, elle a été ouverte ce lundi après-midi. Les députés vont plancher sur plusieurs dossiers, notamment l'efficacité des directives communautaires et autres travaux réalisés. Il sera question également au cours de cette session d'analyser les nouveaux défis en matière de lutte contre le Covid-19. La session va durer plus d'une semaine. Edem Soussoukbo, reportage de l'ouverture de cette session. Transposition des directives communautaires dans les États membres de l'UEMOA. Quel rôle pour les parlementaires? La thématique va tenir en haleine les 40 députés, membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA. 12 plénières en 10 jours à Lomé et les sujets à aborder sont aussi riches que variés. Et c'est à la faveur de la 48e session ordinaire du CIP-UEMOA. La réunion de Lomé sera consacrée à faire le point des activités qui ont été réalisées pendant le premier semestre de l'année 2021, d'analyser l'ensemble des directives à transposer au sein de l'espace. Nous allons faire l'évaluation pays. Aussi, nous allons analyser le programme d'activité 2022 et les cadres budgétaires à moyen terme 2022-2024 du CIP-UEMOA. Nous allons aussi analyser la pertinence et l'efficacité des directives qui ont été adoptées par les chefs d'État. Vous savez, ces directives sont adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les frontières aériennes sont ouvertes, mais la véritable préoccupation qui reste, c'est la frontière terrestre. Et nous devrons analyser, comme les chefs d'État l'ont dit, l'ouverture progressive de ces frontières terrestres. Cette session sera donc consacrée aux questions budgétaires et à la recherche des solutions adaptées aux nouveaux défis qui se posent au fonctionnement de l'institution communautaire. Pacom Adrovi, 4e vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, a précisé au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori-Tchegan, que le CIP-UEMOA doit tout mettre en œuvre pour la poursuite du processus d'intégration. Je m'en voudrais de passer sous silence tous les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays, propice à toute activité, en l'occurrence l'organisation de la présente session. Je me félicite du choix porté sur notre pays pour abriter cette session hautement importante pour la poursuite du processus d'intégration de notre espace économique, monétaire, sous-régional. C'est une marque d'amitié et de fraternité qui, fort heureusement, renforce la communauté de destin qui lie les peuples de nos États. C'est ici également l'occasion pour moi de réitérer tout mon soutien à M. Gwakoum Rossan Noël Toé, président du CIP-UEMOA. Au regard de la dynamique que vous maintenez, Monsieur le Président, je suis persuadé que vos qualités personnelles et professionnelles vous permettront de porter à un niveau plus élevé le processus d'intégration de notre espace.
Les résultats auxquels vous parviendrez, j'en suis convaincu, permettront de renforcer davantage les liens d'intégration économique et sociale régionale que nos États s'efforcent de construire. Ces parlementaires ont déploré la persistance des actions des groupes armés extrémistes dans le Sahel ainsi que les effets négatifs du tandem crise sanitaire, crise sécuritaire. Ils ont donc, face à ces situations, promis des suivis réguliers pour non seulement accélérer la transposition des normes communautaires de l'Union au sein des États, mais aussi de pousser à leur mise en œuvre afin de pouvoir évaluer leur impact sur les conditions de vie des citoyens de l'UEMOA. Les directeurs, chefs services centraux et inspecteurs relevant de l'enseignement technique et professionnel du Togo sont à Lomé depuis ce lundi en formation sur le management du personnel d'encadrement. Il s'agit principalement de renforcer leurs compétences sur le suivi et évaluation par ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. La formation, elle est organisée par le ministère délégué en charge de la formation professionnelle et de l'artisanat en collaboration avec le FNAF-PP. Carmen Madjiakapo, précision. Le secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat constitue un booster essentiel pour l'économie nationale. Le gouvernement veut donc en faire un important pilier pour l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND décliné en feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour ce faire, il urge de dynamiser le système d'enseignement technique et de formation professionnelle. À cette rencontre, les chefs services, directeurs d'établissement et chefs centraux reçoivent les outils pour mieux encadrer et gérer le personnel. Concrètement, des outils que nous allons donner, il s'agit des outils de planification, il s'agit des outils qui portent sur le management des projets, du suivi et évaluation, donc des outils pour gérer les collaborateurs en termes de délégation du pouvoir. Donc on comprend la nécessité de pouvoir renforcer les compétences ou bien d'améliorer l'autonomie des collaborateurs pour se mettre véritablement dans les missions d'encadrement qui sont confiées aux directeurs. Par cette action, le gouvernement entend impulser une nouvelle dynamique basée sur la bonne gouvernance. Tous les acteurs principaux qui sont chargés d'encadrer ceux qui agissent dans le domaine de la formation technique et professionnelle dans nos centres puissent être bien outillés pour mieux conduire les centres dans la nouvelle donne de développement socio-économique du Togo et surtout la qualité de la formation technique et professionnelle dans le but de créer la richesse, de créer des emplois et de lutter contre le chômage. La vision du gouvernement est d'accroître l'offre de formation industrielle favorisant l'insertion des jeunes. La rencontre de Lomé va donc contribuer à améliorer la gestion administrative. Et on reste dans le secteur de l'éducation en perspective de la prochaine rentrée scolaire. Segbé Akato, dans la commune du Golfe 7, accueille une nouvelle école ouverte depuis ce samedi, l'Institut scolaire d'éducation pour tous de Segbé. C'est un établissement privé qui comprend le cours primaire, le secondaire et le lycée. Mais pour le compte de l'année 2021-2022, seuls les écoliers du CP1, CP2, CE2 et CM1 joueront des cours dans des classes où l'effectif ne dépassera pas 30 élèves. Plus de précisions, Marie-Chantal Bobo, Edwige Atakwabasabi, Marie-Ange Bida. L'Institut d'éducation pour tous ouvre désormais ses portes à Segbé, à Kato, dans la commune Golfe 7. Il respecte toutes les normes requises pour un bon enseignement. C'est un cadre spacieux, bien aéré et confortable avec des enseignants qualifiés et expérimentés. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite des élèves. Notre projet s'inscrit dans un projet à long terme. C'est du primaire, du collège et du lycée. Cette année, vous voyez, l'ouverture concerne les classes de CP jusqu'au CM1. Parce que, pourquoi pas les CM2? Nous souhaitons, les enfants venant de tous les établissements scolaires, avoir la possibilité de les former nous-mêmes jusqu'à les présenter au premier examen de passage au collège. Notre souci principal, c'est de bien faire. Et aujourd'hui, cette année,
On n'a pas le temps ni la disponibilité pour donner les mêmes conditions que nous donnons aux grands-enfants, aux tout-petits-enfants. C'est pour ça que ce projet sera ouvert à l'année prochaine, la maternelle, avec toutes les classes de primaire. Quel type d'enfants? Tous les enfants. Pour nous, la réussite scolaire n'est pas seulement au niveau des relevés scolaires. C'est très important. D'où la philosophie du fondateur, qui va au-delà de la compétence des enseignants et inculquer une certaine façon d'appréhender la réussite scolaire. C'est pour ça, vous avez vu cette cour tout à fait agréable. Nous souhaitons que l'enfant, en venant à l'école, sache que l'école est un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de loisir. Ce n'est pas une punition de venir à l'école, c'est un endroit pour s'épanouir. L'initiative est fortement appréciée par les autorités et populations locales qui voient ainsi les centres d'éducation se rapprocher davantage de leurs enfants. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir ce joyau éducatif dans notre quartier. Et notre souhait est que nos enfants aient une éducation de bonne qualité et que nos enfants soient la bonne relève de demain. Je suis déjà très émerveillé par rapport à leur manière de recruter des enseignants expérimentés et qui ont fait une expérience de 5 ans et qui ont déjà ce que nous voulons, c'est-à-dire les examens professionnels. Ils ont déjà réussi à ces examens professionnels. C'est ça qui nous rassure que l'école là ira loin. Pour une meilleure prise en charge, l'effectif par classe est limité à 30 élèves. L'Institut ouvre donc ses portes pour l'année scolaire 2021-2022. Le ministère de la Communication et des Médias a lancé ce lundi une série de formations à l'endroit des journalistes. Formations sur la prévention des conflits, la culture de la paix et les fondamentaux de la cohésion sociale durable au Togo. Précision, Chazinambaga. Comment éviter aux jeunes Togolais de tomber dans le cercle vicieux de l'extrémisme violent et du terrorisme? Le gouvernement veut miser sur les médias pour relever ce défi. Il forme à cet effet 15 jeunes journalistes de la région maritime sur les techniques de prévention des conflits, l'équité genre et la gestion des rumeurs. L'idée est de faire de ces journalistes des pères éducateurs pour les jeunes à travers des productions médiatiques. C'est la mauvaise gestion de l'information qui entraîne la violence, qui entraîne la haine. Et donc si les journalistes sont formés, sont huilés par rapport à la meilleure façon de gérer les rumeurs, par rapport à la meilleure façon de gérer les fake news. Vous savez, aujourd'hui, c'est une autre gangrène par rapport à la paix sociale. Et donc, lorsque ces jeunes seront formés en cette matière-là, ils pourront animer des séances de sensibilisation à l'endroit de leur père. Ils pourront donc servir de modèle par rapport donc à cette thématique qui est très importante. Cette session qui va durer 6 jours porte sur le journalisme sensible au genre, le journalisme sur la paix et la gestion des rumeurs. Elle intervient dans la mise en œuvre du projet Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo. Le Togo se fait accompagner dans cette noble ambition par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le développement. Le journaliste doit savoir traiter l'information en matière de conflit ou gestion de crise, savoir quelle information diffuser. Donc, dans la collecte, il faut faire des recoupements. Ne pas chercher à faire, avoir le scoop, à faire le buzz en divulguant les informations sans vérifier. Donc, il faut vérifier les informations, savoir traiter et quelle information diffuser pour que la situation ne s'enflamme pas. Donc le journaliste a une responsabilité dans la société en matière de gestion ou de prévention des conflits. Le directeur de cabinet, Missité Kokou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, a souligné l'importance du journalisme préventif et proactif face au risque des conflits sociaux. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer l'inclusion socio-économique des populations afin d'éviter que les jeunes soient tentés par l'extrémisme violent.
La même session est prévue dans les régions centrales et des savanes. Et justement, on est dans la région centrale avec la fêtière des communes du Togo, avec le soutien de la GIZ, donc, qui est en vulgarisation des guides sur la participation citoyenne au développement communal. Ce sont des outils didactiques accessibles à tous qui permettront aux différents acteurs au niveau des communes de mieux comprendre la participation citoyenne pour effectivement y participer. Désiré Aloy donc pour des précisions. Je voudrais prendre la parole. 3 guides relatifs à la participation citoyenne au développement communal. Guides qui relèvent les différents aspects du développement communal, la décentralisation notamment. Bref, ces documents renseignent comment contribuer au développement communal. La vulgarisation de ces guides est à l'étape de la région centrale. Ces guides que la fêtière et la GIZ ont élaborés ensemble vont servir à ce que les élus locaux connaissent leur rôle dans la citoyenneté et à appeler les uns les autres de communier ensemble afin que la population soit informée de tout ce qui se passe dans chaque commune. Il y a déjà 2 ans que la commune a été installée. Mais alors, nous avons encore beaucoup de difficultés dans la gestion des affaires de nos communes. C'est pour ça que nous saluons la validation de ces guides. Il y a 3 guides. Il y a un premier guide qui s'adresse aux citoyens. Les citoyens doivent connaître sa commune et sa participation dans le développement de sa commune. Il y a un autre guide qui parle du bureau des citoyens. Donc chacun des citoyens devrait savoir à quel niveau il peut apporter sa contribution. Avec l'appui de la GIZ, la fêtière des communes du Togo a élaboré ses guides. La FCT va parcourir tout le pays pour le même exercice, la dissémination, amener toutes les parties à s'approprier du contenu de ces documents précieux pour un développement local intégral. Je vous le disais en titre, tout ce qu'il faut savoir sur l'investissement au Togo est disponible désormais en un clic. Un portail est ouvert sur le web dédié donc à la promotion et à la facilitation de l'investissement. Ce sont 2 plateformes opérationnelles depuis ce lundi après-midi. Ekwesala, reportage. Je voudrais à mon tour... Le www.investirautogo.tg, une plateforme désormais dédiée à l'investissement au Togo. Et le www.apizf à l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche. Les 2 plateformes sont mises en place pour promouvoir les investissements, qu'ils soient nationaux et étrangers. Sur les 2 sites, on peut y trouver toutes les informations administratives liées à l'investissement au Togo. Le site web de la PIZF est l'outil de promotion par excellence des avantages économiques et des facilités concurrentielles et compétitives que le Togo a mis en place pour promouvoir la destination Togo. Vous y trouverez la présentation des avantages des différents régimes économiques, le code des investissements, la zone franche, les conditions d'éligibilité, les secteurs clés conformément à la feuille de route gouvernementale. Le portail de l'investissement, quant à lui, est une description étape par étape de la démarche de l'investisseur. Dans sa première phase qui a porté sur la collecte des informations et la documentation des procédures internes à la PIZF, 15 procédures ont été documentées et 31 étapes certifiées. La seconde phase portera sur les procédures externes à PIZF, c'est-à-dire celles des institutions partenaires impliquées dans le parcours de l'investisseur. La mise en place des 2 plateformes numériques a requis l'attention du Programme des Nations Unies pour le développement et l'UNICEF. Plus de 27 millions de francs CFA ont été nécessaires pour leur réalisation. L'objectif ultime de ce projet est la mise en place, aux côtés du guichet unique physique, du guichet unique de l'investissement numérique. Il s'agit à terme de dématérialiser toutes les procédures, mais mieux encore, de permettre à l'usager d'obtenir des autorisations en ligne, notamment des demandes d'agrément et leur renouvellement, l'obtention de la carte bleue, du visa, des contrats de travail, les autorisations de vente sur le marché local, etc. Et ce processus nous permettra à terme d'assurer une totale transparence pour tout investisseur. C'est le lieu ici de formuler mes sincères remerciements et celles du gouvernement au Programme des Nations Unies pour le développement, dont le représentant résident nous honore de sa présence,
pour l'appui financier et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement ainsi que l'UNICEF, en particulier M. Julien Bornon, pour l'appui technique qui nous a été apporté pour la réalisation de ce projet. Il a fallu 3 mois au ministère en charge de la promotion de l'investissement pour rendre opérationnels ces 2 outils digitaux. Leur lancement ce jour marque le début de la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'investissement au Togo. On va s'intéresser à présent précisément au portail investirautogo.tg, spécialement réservé donc à l'interaction avec les potentiels investisseurs, les investisseurs confirmés déjà. Toutes les informations administratives y sont confluées pour vos besoins de documents, d'agréments par exemple. Ce serait d'une grande utilité et simplicité. Alors, Ekwesala, comment ça marche? Un seul clic et le portail du Togo dédié à l'investissement, le www.investirautogo.tg s'ouvre à vous. Une fois à l'intérieur, vous avez accès à toutes les informations liées à l'investissement. Un ensemble de procédures documentées pour orienter au mieux les visiteurs. Lorsqu'un investisseur vient, où il est depuis dans son pays, il veut s'interroger sur le Togo, il va sur le net. Et quand il va sur le net et il n'y a pas d'informations cohérentes, il finit par se perdre et il s'en va. Et lorsqu'il trouve un site internet togolais qui ne lui décrit pas les procédures telles qu'elles sont aussi, et il risque de se décourager. Et donc ce que nous avons fait, c'est de prendre toutes les procédures liées à l'investissement, par exemple à l'agrément zone franche, aux procédures de zone franche et aux procédures du Code des investissements. Quand vous prenez les procédures de zone franche, par exemple, nous avons documenté tout ce qui a trait à l'obtention d'un agrément. Vous voulez obtenir un agrément, qu'est-ce qu'il faut présenter? Quels sont les documents qu'on vous demande? Quels sont les documents que vous devez vous-même obtenir? À quel prix vous devez obtenir votre agrément? Dans quel service vous devez présenter votre formulaire de demande d'agrément? Voilà, et à quel coût? Dans quel délai? L'idée, c'est d'instaurer la transparence administrative et mettre en confiance les potentiels investisseurs. Pour l'octroi des agréments, par exemple, un guichet numérique s'avère indispensable. Le processus devra prendre fin d'ici la fin de l'année. Donc les autres procédures hors APIZF ont déjà démarré et plus tard, nous serons appelés à mettre en place le guichet unique de l'investissement à partir duquel non seulement l'investisseur vient obtenir l'information, mais il peut à partir de son bureau, à partir de son pays, faire la requête de demande d'agrément, que ce soit au Code des investissements ou en zone franche, faire la requête d'agrément directement en ligne. Il y a des codes QR qu'il faut certifier, il y a des paiements en ligne qu'il faut sécuriser. Donc c'est tout cet ensemble-là qui sera mis en place dans les tout prochains jours. À terme, c'est de pouvoir procéder à la simplification de ces procédures. Parce qu'une fois qu'elles sont documentées, nous avons l'avantage de savoir pour chaque procédure le coût total. Pour chaque procédure, les délais totaux. Pour chaque procédure, les papiers exigés. Et donc, nous pouvons interroger les procédures pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer l'une ou l'autre de ces procédures. Sur le portail www.investirautogo.tg, les internautes peuvent également découvrir les 10 raisons pour investir au Togo ainsi que les secteurs attractifs. Vous pouvez y faire un tour. La plateforme est déjà opérationnelle. L'investissement qui bénéficie donc de la décrispation du contexte politique. Le MRC d'Abbas Kaboua fait le point de sa participation au cadre de concertation nationale des acteurs politiques. Le mouvement des Républicains centristes, en conférence de presse ce lundi, estime globalement que le gouvernement est sur la bonne voie. Ramdan Bassina. Fini les discussions au cadre de concertation nationale des acteurs politiques sur les élections régionales en préparation. Comme l'ont déjà fait l'ANC et le NET, le MRC, Mouvement des Républicains centristes, s'exprime à son tour sur le sujet. Le parti d'Abbas Kaboua se félicite de ce que certaines de ses propositions ont été prises en compte. Nous avons dit qu'il nous faut une CENI technique avec des observateurs politiques. Nous avons proposé également de vider par un jugement équitable le dossier des incendies des marchés de Lomé et de Kara et indemniser toutes les victimes. Nous avons demandé également, puisque c'est un problème très récurrent dans notre pays qui dépasse même des problèmes politiques, c'est le problème foncier. Il
faut obligatoirement trouver une solution. Nous avons dit de donner chance égale à toutes les préfectures d'avoir au moins 2 élus avant qu'on ne redistribue le reste selon les scores et la taille. Même dans un couple le plus vieux, il y a toujours des crises. La chance aujourd'hui, c'est que la Sénap, nous tous qui sommes restés, nous avons pris sur nous qu'il faut maintenir un cadre permanent désormais pour que les acteurs politiques se retrouvent. Ça va nous permettre même de minimiser ces crises-là. Le MRC encourage le gouvernement à maintenir ce cadre permanent de dialogue avec en priorité la culture de la confiance mutuelle. Ce parti d'opposition réaffirme ses idéaux de paix et de cohésion nationale. Il appelle les autres formations politiques à s'inscrire dans la même démarche. Et on va faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour de lundi 9 août 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés à ce jour au Togo est de 16 946, 72 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 898, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1887. Et le nombre de décès est porté à 161. Nous avons 2 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidités. Le point signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Et justement au Sénégal, les soignants sont épuisés par le variant Delta du coronavirus. Le pays est durement touché par une 3e vague qui déjà sature les établissements de santé. Regardons. Saturation des établissements de santé au Sénégal. Alors qu'une 3e vague de Covid-19 s'abat sur le pays, les lits d'hôpitaux commencent à manquer. Depuis le début de la pandémie, c'est au SAMU que revient la lourde tâche de recenser les cas, d'organiser la prise en charge des patients, la gestion des médecins et des centres. Autant pour la première vague, il y en avait quelques. La 2e vague, ça avait augmenté, mais là, vraiment, on a presque près de 90% des appels actuels depuis cette 3e vague pour des détresses respiratoires. Aidé par d'autres services d'urgence tels que les pompiers, le service national du SAMU travaille 24 heures sur 24. Entre le flux d'appels des patients et le manque de lits, l'enjeu principal est de trouver une place pour chaque personne en détresse. Nous avions une dame qui était enceinte, donc avec une grossesse qui était à terme. Malheureusement, en dehors de la grossesse, elle était infectée à la Covid-19. Et l'infection avait atteint les poumons. Elle avait 50% de ses poumons qui étaient atteints par la Covid. Malheureusement, elle avait du mal à respirer à cause de cette infection pulmonaire. Elle était dans un centre de santé. On était obligé de la transférer du centre de santé vers un hôpital de niveau 3 pour la sauver, elle et son enfant. Selon le Comité national de gestion des épidémies, le variant Delta serait présent à 70% sur le pays, principal responsable de cette 3e vague de contamination. Et puis c'est effectif également en France depuis ce 9 août. Il faut présenter un document attestant qu'on a été vacciné contre le Covid-19 ou qu'on est négatif à un récent test Covid pour avoir accès à certains lieux publics, bars, restaurants, hôpitaux, grandes surfaces et dans certains transports également. L'humanité est en péril. Le nouveau rapport donc, du groupe international d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, est une alerte rouge. Le réchauffement de la planète affecte toutes les régions du globe et nombre de ces changements sont en passe de devenir irréversibles, avertit le secrétaire général de l'ONU. Incendie difficilement maîtrisable en Grèce, par exemple, Californie, inondations meurtrières en Allemagne, Belgique, en Inde et aussi en Afrique. La sonnette d'alarme est assourdissante et les preuves aujourd'hui sont irréfutables. Des économies vertes et inclusives, la prospérité, un air plus pur et une meilleure santé donc sont possibles pour nous tous si nous répondons à cette crise avec solidarité et courage, conseille donc Antonio Guterres. est plus important que prévu. Vers 2030, le réchauffement de la planète pourrait atteindre 1,5 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, soit 10 ans plus tôt que les précédentes estimations.
À moins d'une réduction immédiate, forte et rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Selon les scientifiques, certains dommages sont d'ores et déjà irréversibles, comme la hausse du niveau de la mer ou la fonte des glaciers. Ce 6e rapport se distingue aussi par un changement de ton. Fini de spéculer sur le rôle hypothétique de l'homme, l'affirmation est claire, la responsabilité de l'humanité est sans équivoque dans le réchauffement de la planète. Et alors que l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et que les catastrophes se multiplient, inondations en Chine, en Allemagne et en Belgique, canicules meurtrières au Canada et aux États-Unis, incendies en Grèce et en Californie, l'organisation consacre un chapitre entier à ces phénomènes météo extrêmes. Et là aussi, le constat est sans appel. Il est indéniable que les activités humaines provoquent des changements climatiques et rendent les événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves. Deuxièmement, il montre que le changement climatique affecte toutes les régions de notre planète. Pour le secrétaire général de l'ONU, le rapport est un code rouge pour l'humanité. Antonio Guterres appelle à mettre fin à l'usage du charbon et des énergies fossiles, sous peine de les voir détruire la planète. Et tous, nous pouvons jouer un rôle chacun à son niveau. On va finir avec justement la fin des Jeux olympiques de Tokyo 2021. 17 jours de divers Jeux. Une compétition qui a vu la participation de plusieurs athlètes venus de nombreux pays, dont le Burkina Faso, qui a reçu sa toute première médaille olympique de son histoire. Dimanche soir, l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zongo a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou par des cris de joie, comme vous pouvez le voir à l'image. C'est donc une médaille de bronze pour le Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem pour l'édition de nuit. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.